Bonsoir, je m'appelle Clément Mabi, je suis chercheur en sciences sociales à l'UTC de Compiègne. L'UTC, c'est une école d'ingénieurs. Et moi, je suis spécialiste des relations entre numérique et démocratie. Et ce que je voudrais discuter avec vous, ce que je voudrais présenter ce soir, c'est finalement revenir sur l'ambiguïté de notre rapport aux technologies numériques. Et pour ça, je vais essayer de partir d'un paradoxe. D'un côté, on est content d'utiliser de plus en plus de services qui s'imbriquent dans nos vies. On est content, par exemple, de rentrer en Uber. Et en même temps, on voit bien que ces services y posent des problèmes. Demandez donc aux chauffeurs de taxi ce qu'ils pensent des Uber. Et malgré ça, malgré le fait qu'on les voit, ces problèmes, on ne change pas nos pratiques et même on utilise de plus en plus ces services. Pourquoi ? À mon avis, une partie de la réponse vient du fait qu'on a du mal à identifier le problème derrière les problèmes. Que derrière les colères sectorielles qu'on peut voir, qu'on peut identifier, eh bien on a du mal à remonter à la source. Et pour moi, en fait, peut-être que tout simplement, cette source, c'est les géants du monde de la tech eux-mêmes. Ceux qu'on appelle les GAFAM. Vous connaissez les GAFAM ? C'est Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Voilà, peut-être que c'est tout simplement eux le problème. Peut-être que tout simplement leur modèle économique n'est pas compatible avec notre manière de vivre. Parce que dans une logique où on associe assez naturellement innovation technologique et progrès social, on a beaucoup misé sur eux. On s'est dit que grâce à ces nouvelles technologies, on allait entrer dans une société de l'information, on allait entrer dans une société de la connaissance, on allait avoir des nouvelles technologies de communication qui allaient faire tomber les barrières géographiques, on allait pouvoir communiquer avec des gens à l'autre bout du monde, ça allait faire tomber les barrières temporelles, les questions de décalage horaire et autres. On s'est dit que leurs leaders, même au bout d'un moment, tellement ils nous veulent du bien, ces gens-là, peut-être qu'ils allaient devenir nos leaders, peut-être qu'ils allaient devenir nos leaders politiques. On a bien vu Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, qui envisage de se présenter à la Maison-Blanche pour devenir le président américain. Mais ce qu'on se rend compte, progressivement, c'est que la magie, elle opère de moins en moins. Le charme est en train d'être rompu. On est dans une période qu'on pourrait qualifier de désenchantement. Et début 2018, il y a un article de The Economist qui a mis les pieds dans le plat. Il a parlé de ce qu'il appelle le tech-lash, le retour de bâton concernant les géants de la tech. Qu'est-ce que ce serait, ce retour de bâton ? C'est deux choses. C'est d'une part dire il y a de plus en plus de critiques qui finissent par cerner les géants de la tech, et deuxièmement, il y en a marre de les voir toujours s'excuser à chaque fois qu'on les prend la main dans le pot de confiture. Donc, il y aurait un retour de bâton où finalement, les gens seraient en train de comprendre que ces acteurs, ils ne veulent pas que du bien. Et c'est vrai qu'on a plein de raisons de se méfier et d'être critique. On peut prendre l'exemple des fuites massives de données. Vous avez peut-être entendu parler de l'affaire Cambridge Analytica, où en fait, les données d'utilisateurs Facebook ont été aspirées, revendues, et revendues notamment pour influencer le cours de campagne électorale. Les campagnes électorales américaines, présidentielles américaines, qui ont mené à l'élection de Donald Trump, la campagne pour le référendum concernant le Brexit. On leur reproche également leur passivité concernant la propagation de ce qu'on appelle les fake news, les fausses nouvelles. Il paraît qu'on doit dire les infox maintenant. On leur reproche également leur complaisance par rapport aux pratiques de surveillance des États, comme l'a dénoncé Edward Snowden. Et on voit également apparaître des controverses, comme lorsque
l'État du Zimbabwe décide de vendre les données concernant ses citoyens pour contribuer à améliorer les intelligences artificielles chinoises. Donc vraiment, on voit qu'en fait, ces acteurs, peut-être qu'ils ne veulent pas que du bien. Mais il y a des réactions quand même face à ça. Bon, les États, les réactions sont assez timides. Il y a des débuts de régulation, notamment de régulation du marché du travail. Récemment, les travailleurs qui sont associés aux plateformes, notamment, vous savez, ceux qui viennent vous livrer en vélo les bons petits plats dans des gros sacs à dos, là, eh bien, ils ont réussi à faire reconnaître leur statut de salarié avec les protections et avantages qui vont avec. On voit bien que ça a été reconnu par le Conseil d'État, pour les plateformes comme Deliveroo, que les travailleurs associés sont des salariés et qui bénéficient donc de protection. Les chauffeurs de VTC, comme Uber, se sont aussi mobilisés pour faire reconnaître la particularité de leur métier. On commence, tout doucement, à parler de la possibilité, et c'est très conditionnel, de taxer aussi ces géants pour essayer de territorialiser un peu les profits qu'ils font et éviter que tout soit rapatrié aux États-Unis dans les maisons mères. Il y a aussi des formes de réaction politique. Typiquement, quand il y a un gros scandale, quand il y a une grosse controverse, on convoque les dirigeants devant nos représentants. Mark Zuckerberg a eu un moment de contrition assez fameux devant le Congrès américain où il a dû s'excuser de tous les problèmes causés par Facebook et des problèmes de collecte de données. Voilà, on leur tape sur les doigts. Puis on a aussi les citoyens qui se mobilisent. Alors on a des collectifs qui se mobilisent pour demander plus de justice fiscale, comme je l'évoquais précédemment. Et on a aussi, en Californie, des gens qui se mobilisent, notamment parce qu'en fait, la présence des salariés de ces géants de la tech dérégule complètement, fait complètement exploser le marché de l'immobilier, où les salaires mirobolants de ces salariés rendent inaccessible la propriété aux habitants qui étaient là avant les géants de la tech. Et peut-être plus nouveau, on a aussi une multiplication des critiques internes qui viennent de salariés de ces géants de la tech, qui jouent en fait un rôle de lanceur d'alerte. On a vu par exemple récemment l'inventeur du bouton like, vous savez, le petit pouce levé. Eh bien, l'inventeur du bouton like qui a partagé ses états d'âme et qui a regretté comment son invention a été utilisée. On a récemment encore un autre cadre de Facebook qui a assuré en public qu'il interdirait à ses propres enfants d'utiliser le réseau social. On a encore un autre exemple. Les salariés de Google ont publié une lettre ouverte, donc dans la presse, pour dénoncer un projet porté par leur entreprise. Ce projet s'appelle Dragonfly. En quoi consiste Dragonfly ? L'idée est de faire une déclinaison du moteur de recherche très connu, Google, adaptée aux demandes du gouvernement chinois, notamment en termes de censure. De faire une version censurée de Google. Et les salariés ont refusé ce projet en mettant en avant le fait qu'ils ne s'étaient pas vraiment engagés chez Google pour porter ce type de projet et aller et défendre ce type de valeurs. Donc ils ont rendu public ce projet, ce qui a contribué à le faire échouer. Donc ces réactions, ces résistances doivent nous inspirer. Elles nous montrent que finalement, il n'y a rien d'inéluctable. On peut avoir de l'impact sur les trajectoires de l'innovation, sur ces innovations technologiques. Il est possible, en fait, tout simplement, de faire de la politique, de changer les rapports de force et de venir modifier ces trajectoires. Il est possible de reprendre le contrôle. Et ça passe par plusieurs choses. D'abord, pour changer les choses, il faut changer de regard sur les technologies. Accepter le fait qu'on puisse porter une critique sociale de ces technologies, une critique par le bas, par ses utilisateurs, que les utilisateurs puissent exprimer leur point de vue critique et, étonnant en démocratie, qu'ils soient écoutés.
En fait, il faut accepter que les technologies sont des structures sociales qui impactent notre quotidien et qu'elles ne sont pas neutres. Les technologies ne sont pas neutres. Et par ce fait, elles doivent être discutables. Elles ne sont pas autonomes. Elles sont conçues dans la société, pour la société, et évidemment, la société a son mot à dire concernant les orientations technologiques dont elle subira les conséquences. Et reprendre la main, ça passe aussi par valoriser des alternatives. Encourager les expériences, les expérimentations qui nous montrent qu'un autre chemin est possible. Notamment les expérimentations autour de ce qu'on appelle les communs numériques, c'est-à-dire les projets qui sont portés, gouvernés, développés par des communautés de pratiques. L'exemple le plus connu, que vous connaissez tous, de communs numériques, c'est sûrement Wikipédia, qui est une encyclopédie collaborative en ligne où chaque jour, des millions de personnes viennent contribuer à enrichir la connaissance partagée en contribuant à des articles, où chaque jour, des millions de personnes viennent lire ces articles. Le deuxième exemple, c'est une base de données qu'on appelle Open Food Facts. Open Food Facts répertorie plein d'informations concernant l'alimentation. L'idée, c'est de pouvoir mieux connaître notre alimentation et éventuellement les produits additifs qu'on peut y mettre. Le troisième exemple, c'est OpenStreetMap, un outil de cartographie collaborative qui souhaite se poser comme une alternative à Google Maps. Dernier point, c'est encourager le fait de mettre des valeurs, de mettre de l'éthique dès la conception des technologies. Il faut aussi encourager les entrepreneurs à porter dans le numérique des entreprises à mission, à encourager le fait que des entrepreneurs prennent en main cette question des valeurs et tentent de se frayer un chemin pour porter un modèle économique autour de ces valeurs alternatives aux GAFAM. Bref, on se rend compte, d'une manière générale, et c'est surtout ce que je voulais vous dire, qu'il n'y a pas de raison que l'agenda économique des géants de la tech guide celui de la société. Et il n'y a pas de raison que le confort des usages empêche notre esprit critique de fonctionner. Il n'y a plus qu'à. Merci.